Bienvenue dans ce deuxième épisode qui fait partie de la série consacrée à l'envers du décor du freelancing. C'est une série que j'ai eu envie de mettre en place parce que j'ai trouvé que de nos jours on parle beaucoup des points positifs de la vie d'un freelance, mais je trouve ça aussi super important d'expliciter toutes les parties un peu plus compliquées dont on parle un petit peu moins, un peu plus tabou. C'est important aussi de considérer le statut de freelance dans toute sa globalité, selon moi. Cet épisode 2 va parler d'un sujet qui est émotionnellement assez compliqué pour moi. C'est le décalage, cette sensation de décalage avec la majorité des gens, les gens qui sont salariés. Pourquoi j'ai voulu en faire un épisode entier sur ce sujet, cette sensation de décalage? Je pourrais simplement vous dire, oui, c'est vrai que je sens qu'on est en décalage. Pour moi, c'est un gros point et j'ai pu me rendre compte quand j'échange avec d'autres freelances que c'est vraiment ça qui est très présent, notamment, et là je vais vraiment aussi parler du cas où on est en couple, où on a un entourage qui est pas freelance. Et donc ça, c'est encore plus accentué. Évidemment, cette sensation, elle est peut-être un peu moindre quand on a un entourage qui est déjà vachement dans le freelancing, l'entrepreneuriat, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Le premier point qui souligne cette sensation de décalage, c'est le fait de pouvoir gérer son planning. Donc c'est quelque chose en soi qui est génial. Évidemment que c'est l'une des premières choses qui ressort quand on demande à un freelance pourquoi tu es freelance, pouvoir gérer mon planning, être libre. Mais en fait, il faut bien penser quelque chose. Si on est libre, ça veut dire qu'on gère ses horaires. Si on gère ses horaires, ça veut dire qu'on fait potentiellement ce qu'on veut. Et surtout qu'on n'a personne qui va nous dire quoi faire. Donc qu'est-ce qui est compliqué dans ce cas-là? C'est surtout en fait ce truc de je dois arrêter le présentéisme. Surtout si vous avez été salarié pendant plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années. Moi, j'ai été salariée que 1 an. Et au final, je me rends compte que déjà, ça a été compliqué pour moi quand je me suis mise à mon compte de me débarrasser de ce truc de « Attends Nolwenn, tu dois absolument bosser 8 heures par jour parce que c'est comme ça qu'il faut faire et on t'a appris à le faire. » Et d'ailleurs, au passage, on apprend ça aussi à l'école. En fait, déjà dès l'école, on nous apprend à avoir des horaires très fixes. Et c'est pas chacun gère ses horaires comme il veut, non. Enfin, donc il y a des horaires qui sont là et il faut être présente mentalement, physiquement dans ce moment-là et c'est pour tout le monde pareil. Ça a été très dur pour moi au départ de me dire je fais ce que je veux, c'est le résultat qui compte, c'est le résultat et c'est pas le présentéisme ou le nombre d'horaires. Et ça change énormément d'un salarié. C'est vraiment ultra différent de se dire je décide de finir ma journée à 14h et pas à 18h parce qu'il faut que je la finisse à 18h. Autre point un petit peu particulier, mais c'est le sujet de l'argent. Quand donc je dis moins maintenant, mais je le disais un petit peu plus avant à mes proches, je disais je gagne 50 000, 60 000, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Ils ont carrément bugué parce que pour eux, c'est ce que j'avais dans mes poches. Pour eux, c'était mon salaire, c'était à l'année 70 000 euros. Et en fait, quand je leur expliquais, oui, mais non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que je paye aussi des cotisations à l'URSSAF, je fais aussi passer beaucoup de choses dans mes charges. C'est pas vraiment ce qui me reste à la fin. Et en fait, cette compréhension des finances, cette différence de façon de raisonner entre un salaire qui tombe tout juste à la fin du mois et c'est ce que j'ai dans la poche versus ce que j'encaisse moi en tant que freelance, mais ce qui n'est pas le reflet de ce que je gagne vraiment, c'est vrai que quand on peut parler de ces sujets-là avec ses proches, ils comprennent pas trop et le seul truc qu'ils vont retenir c'est que c'est un chiffre énorme et que du coup vous êtes ultra riche, ce qui n'est pas le cas en fait. Un point aussi qui m'a souvent été reproché, on va dire, ou en tout cas on a souvent parlé en me disant mais c'est qu'un boulot Nolwenn, te mets pas dans tous ces états, c'est l'implication émotionnelle. L'implication émotionnelle que peut avoir son travail, son activité de freelance. Je dis pas que les salariés sont pas impliqués émotionnellement dans leur travail, mais il y a quand même, et je le constate, une barrière qui est un petit peu plus présente. C'est-à-dire que je travaille pour enrichir entre guillemets un patron, une entreprise, c'est pas pour moi directement. Alors que quand on est indépendant ou indépendante, ce qu'on gagne c'est pour soi. Et en fait, on est forcément, enfin c'est logique, mais on est forcément plus impliqué émotionnellement dans tout ce qui arrive. C'est-à-dire
Que ce soit les victoires, les devis signés, le fait de facturer, comme le fait d'avoir un client qui se dit non quand ça se passe mal, quand on est surchargé de travail, etc. Et en fait, souvent, on a pu me dire, Nolwenn, c'est qu'un travail, apprends à te détacher. Ouais, mais en fait, moi, je suis pas salariée. Et du coup, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas, moi, je trouve, moi, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de mettre une barrière sur mon activité d'indépendant versus quand j'étais salariée. C'était pas du tout la même chose. Pour moi, ça, c'est une sensation de décalage qui est assez forte. Et ça, on peut dire que c'est assez sociétal au final. C'est l'implication émotionnelle ne doit pas avoir sa place dans le milieu professionnel. Ou en tout cas, il faut apprendre à bien segmenter les deux, il faut bien diviser la barrière, la vie pro et perso. C'est en train d'évoluer aujourd'hui, même dans le monde du salariat, mais je constate quand même, et notamment auprès des générations un petit peu plus vieilles, que c'est compliqué de leur faire comprendre qu'on est émotionnellement investi et qu'on aime ça aussi en fait. C'est pas le sujet qu'on subit, mais c'est qu'on aime aussi être impliqué émotionnellement. Mais ces personnes-là ont du mal à comprendre qu'on en fasse toute une montagne de ça. Autre point sur cette sensation de décalage, et vous allez un peu sourire, et j'en ai déjà parlé sur LinkedIn il y a quelques temps, et on m'a dit mais Nolwenn, c'est un problème de riche, et moi aussi j'aimerais bien faire ça. N'empêche que pour moi, et j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet et c'est quelque chose qui est visible et on le ressent, moi je l'ai ressenti, c'est d'avoir du temps pour moi et d'avoir du temps, par exemple, un exemple très concret, d'aller à la salle de sport un jeudi à 14h. Quand vous allez à la salle de sport un jeudi à 14h, il y a soit des retraités, soit des étudiants, soit les personnes qui bossent dans la salle de sport et qui en profitent pour faire leur séance parce qu'il y a juste personne. C'est super bizarre et je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais de faire vos courses à cette heure-là ou de faire des choses aux heures où normalement les gens bossent, vous vous sentez un peu comme un ovni en fait. Alors à la fois c'est génial, par moments je vais me dire waouh, ok, j'ai hyper de la chance, c'est génial de pouvoir profiter d'une salle de sport à 14h quand il n'y a personne. Et en même temps, il y a des fois une petite voix qui me dit non mais attends, du coup est-ce que c'est normal? Tu devrais peut-être bosser en fait, retourner au boulot et bosser jusqu'à 18h parce que là tu vois bien qu'il n'y a personne comme toi. Et donc tu te sens vraiment comme un ovni et ça faut être ok avec ça. Mais moi des fois c'est pas ok, des fois je me dis je rentre pas dans le moule et c'est un petit peu déstabilisant. Donc voilà, c'est un sujet aussi, et cette sensation de décalage dans ces moments-là, elle est assez présente aussi. Dernier point, qui est probablement le point le plus perso de cette vidéo, c'est la sensation, c'est même pas une sensation, c'est une réalité, d'avoir accentué ma charge mentale en étant freelance. Et si je devais faire un titre à cette partie-là, ce serait « Quand le fait de pouvoir gérer son temps accentue sa charge mentale ». Je suis en couple depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et on a maintenant une petite fille qui a 2 ans et demi à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et je me suis surtout rendu compte de ça au moment où on a eu notre fille. La charge mentale a explosé. Alors, s'il y a des mamans qui m'écoutent et qui me regardent, et qui sont salariés, je pense aussi que votre charge mentale a augmenté. C'est pas du tout le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez un conjoint, une conjointe, mais en tout cas, voilà, dans mon cas, moi, c'était un conjoint qui était salarié, qui ne pouvait pas gérer ses horaires comme il le souhaitait. Comment ça s'est passé? Quand ma fille, il a fallu lui faire ses vaccins, ses visites médicales, qu'elle était malade, qu'il a fallu aménager son emploi du temps pour plein de sujets, forcément c'était plus simple pour moi quand il fallait aller chercher chez la nounou parce que X, Y, enfin bref, c'était toujours à moi de prendre en charge. Quand il fallait aller chercher des colis, alors c'est pas forcément directement lié à ma fille, mais voilà, quand on avait des rendez-vous, de la paperasse à faire, des trucs administratifs, ou évidemment la poste ça ferme à 16h, donc il n'y avait même pas de sujet en fait, c'était forcément à moi de le porter. Et bien ça c'est c'est un peu délicat. Franchement, ça a mené énormément de discussions avec mon conjoint pour équilibrer ça et d'ailleurs, on n'a pas vraiment la solution parce qu'en réalité, si je lui demande de le faire, je sais que ce sera fait après ses horaires de boulot et donc ça va empiéter aussi sur notre vie de famille et sur notre vie à tous les trois ou vie de couple. J'ai pas envie qu'il rentre à 20h parce que je lui ai dit de faire les courses et qu'il ne finissait qu'à 18h ou 19h et donc du coup, voilà, il rentre plus tard pour faire ça. Alors que moi, en théorie, et en réalité, je peux le faire à 14h le jeudi parce que j'ai aménagé mon emploi du temps et parce que ma vie de freelance, elle est comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais du coup, vous voyez un peu le wording, c'est que du coup, ça augmente votre charge mentale parce que vous avez plus de place pour votre vie personnelle.
En théorie, en tout cas moi, quand ça a commencé à bien fonctionner mon activité, ça a été ça. Et ça, je pense que de tous les points que j'ai abordés là, c'est le plus compliqué. Franchement, c'est hyper dur. Donc j'essaie maintenant de me dire, ok, j'ai plus de temps, mais c'est pas pour faire plus de ménage, c'est pas pour prendre en charge encore plus de choses que je faisais déjà dans le foyer. Et c'est une lutte constante. Et franchement, moi j'aimerais bien avoir votre retour, mais c'est pas simple tous les jours. Et c'est ce qui fait vraiment la différence pour moi et qui marque énormément cette sensation de décalage et de truc qui est cool parce qu'on a du temps pour soi, mais en même temps pas cool parce que son conjoint ou la personne avec qui on vit, c'est pas le cas. Et donc voilà, ça crée un peu un déséquilibre qu'il faut réajuster sans arrêt et ça se travaille. C'est vraiment pas simple. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère juste que ça a pu vous éclairer un petit peu sur certains points. Ce que je veux vraiment avec ces vidéos, c'est juste que vous ayez ces informations-là, que vous n'oubliez pas que la vie de freelance, c'est aussi ça, c'est son lot aussi de décalage avec le reste du monde et en particulier celles et ceux qui sont salariés. Je serais ravie d'avoir votre avis sur le sujet, sur tous les points que j'ai abordés là. Qu'est-ce que vous en pensez vous, si vous êtes déjà freelance ou si vous ne l'êtes pas encore, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes quand même prêt à sauter le pas? En tout cas, je serais ravie d'avoir votre retour. N'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn en message privé. Je suis super active sur ce réseau, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je réponds toujours, même si c'est avec un petit peu de retard parfois. Je termine cette vidéo par une petite annonce. Je lance très bientôt ma formation en ligne à destination des UX/UI designers qui veulent se mettre en freelance et cartonner. Ça fait 6 ans et demi que je suis freelance au jour d'aujourd'hui. J'ai accompagné énormément d'entreprises de toute taille et de tout secteur. J'ai accumulé beaucoup d'expérience terrain. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette formation en ligne, c'est l'expérience terrain. C'est ça qui compte à mon sens et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir ajusté en fonction du temps, en fonction de ces 6 ans et demi, des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné. Donc dans cette vidéo, je vous transmets tout ça. Je suis ultra transparente. Je vous parle de mes devis, de ma facturation, des méthodes que j'emploie, des exemples hyper concrets d'accompagnement, des exercices pour vous entraîner à vendre cette méthodologie-là ou en tout cas à la pratiquer et à la vendre auprès de vos clients. Bref, tout plein de super conseils très concrets. Si vous êtes intéressé, c'est pareil, faites-moi un petit commentaire dans cette vidéo ou bien un message privé sur LinkedIn. Je répondrai à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!